Allez, action. Ah, les varrois sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Pas du tout. Bon, je fais des essaims, comme d'hab, et je vous parle des varrois, d'accord? On va même faire une petite visite. Ok, varrois, mobilisation générale. T'as vu? Alors, varrois acarien, originaire d'Asie. À l'origine, il vit sur Apis cerana. Il est introduit en Europe dans les années 80. Il prolifère sur Apis mellifera. Je vous la fais très courte. À l'origine, appelé varroa jacobsoni, aujourd'hui requalifié varroa destructor. C'est une plaie infâme pour nos colonies, quoi qu'on en dise. Je ne vais pas faire de digression sur ceux qui ne traitent pas varroa, qui disent ne pas traiter varroa ou qui en font des vidéos. À chaque fois que j'ai creusé le sujet, je suis tombé sur des écueils du genre oublie de préciser que sur 10 ans, voilà, sur telle durée, la personne a perdu 3 fois l'ensemble de son cheptel. Ça, il ne le dit pas. Mais par contre, il dit qu'il ne traite pas, quoi. Bon, bref. Allez, je m'évade. On va y revenir d'ailleurs à ce sujet-là. Alors, avant d'aller faire une petite visite qui va vous surprendre et c'est cool, je vais vous mettre pas mal de liens dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous les avez 2 fois. Vous allez voir, il y a de quoi faire, parce que je ne vais pas tout réexpliquer ici. Alors, la particularité du varroa, c'est qu'il se multiplie dans le couvain d'abeilles operculées. Et donc, il est difficile à cibler. On n'arrive pas à l'éradiquer, hein, bien sûr, sinon on n'en parlerait pas tous les ans comme ça. Et il suit la courbe de population des abeilles avec son pic de population à lui, qui va démarrer maintenant, juillet, août, septembre, et si on ne fait rien, la colonie risque de s'écrouler. Attention, c'est la face cachée de l'iceberg, on a l'impression qu'il n'y en a pas, que ça va bien, et tout ça. Et on découvre ces ruches mortes en janvier. Voilà, en gros, c'est ça l'idée, quoi. Toutes les colonies ne sont pas infestées de la même manière. L'unité va être plutôt le rucher pour des contrôles. Alors, les contrôles, ça va être d'abord d'estimer la population de varroa, c'est-à-dire le taux d'infestation, si vous voulez. Et ça, on va essayer de le ramener pour 100 abeilles, pour que tout le monde puisse se comparer entre soi et avoir une base saine, quoi, si vous voulez. Il existe 4 moyens pour estimer ça. On appelle ça le comptage varroa, le comptage sur l'ange, le sucre glace, le détergent et le CO2. Voilà, on va utiliser ces 4 moyens-là. À vous de prendre le moyen qu'il vous faut. Je ne vous les détaille pas là. Par contre, je vous mets le lien, premier lien, du FRGDS Occitanie. Alors, je prends tous ces liens sans avoir demandé aucune autorisation. Je suppose que vous m'autorisez, les gars. Merci. En tout cas, tous les liens que je vais envoyer, c'est souvent des ADA, des GDS et tout ça. Et bravo et merci pour le travail que vous faites. Alors, je vous mets donc ce lien du FRGDS Occitanie qui répertorie tous les systèmes de comptage et ce qu'il faut faire, les avantages et les inconvénients. C'est jamais tout rose, hein. Il y a toujours des plus et des moins, les facilités de mettre en place. Ce document, c'est une présentation PowerPoint qui n'est pas forcément facile à lire comme ça, mais on trouve comment faire, les avantages inconvénients, les seuils, combien de varroa on doit trouver pour 100 abeilles, est-ce qu'il y a des correctifs à amener et tout ça. On va faire un test CO2 nous, et à la limite je vous l'envoie tout de suite. Allez, hop, CO2, tac tac, et petit bocal. Colonie intéressante puisque début avril, avant la mielée, elle m'a fait un pin test à 94%, 2 fois de suite. Ce qui était pas mal, deux tests différents. Nous sommes le 5 juillet, on a 2 hausses pleines, c'est cool. Et le test CO2 varroa, pareil, début avril, avant la mielée, c'est pareil, ça faut le faire hors mielée, hein. Sinon les abeilles régurgitent et elles en foutent partout dans la petite bouteille CO2 là, un petit testeur. Elle avait 0 varroa. Voyons voir combien elle en a quelques mois plus tard.
Alors elle est sur 9, j'ai enlevé le cadre à balle, ça fait un moment. Faut que je regarde sur le toit, je sais plus, mais je lui avais pris 2 couvains je crois, dans la saison. Je pourrais redonner la date. Est-ce que je leur nettoie un coup? Non, je le ferai la semaine prochaine en récoltant. On va trouver un cadre avec des larves au stade L5, c'est-à-dire des grosses larves qui vont être operculées. Il est obligatoire également de localiser la reine. Enfin, pas forcément obligatoire. En tout cas, il ne faut pas la mettre dans le tester CO2, quoi. Là, on est pollen, un petit peu d'œuf, quelques mâles. Là, la queue du miel du pollen, il me semble. Là, il y a un peu de larves ici. Des œufs, un tout petit peu de couvain du pollen. Des œufs. Je vais plutôt partir dans l'autre sens. Là c'est pas mal, on voit que c'est en train d'être operculé ici. Ce cadre serait pas mal. Je vais juste voir peut-être le suivant, je regarde si j'ai la reine. C'est kiff kiff. Tiens, la reine est là. Bon bah parfait. Hop. Je prends celui-là, je suis sûr que je ne l'ai pas. Donc là c'est plutôt très simple. C'est ça mon souci, c'est que c'est assez fragile, la grille peut s'enlever là, mais elle se remet facilement. Puis là j'ai mon dessous qui colle sur la cire en bas. Faire gaffe quoi. Donc on va mettre des abeilles jusqu'au trait. Ça va correspondre à peu près à 200 abeilles. Pour ce faire, vous les faites choir, comme ceci. Celles qui sont sur le couvain qui va être operculé là, c'est là que les varrois se réfugient pour rentrer dans le couvain. Et donc c'est là qu'on va cibler le plus de varrois normalement. Alors, je suis obligé de me tourner dans ce sens-là, mais ça va pas. Voilà, je suis désolé. Si ça fait pas voilà, des masses comme moi là en ce moment, parce qu'il n'y a pas énormément d'abeilles sur le cadre, je sais pas où elles sont, en train de butiner ou dans la hausse, on peut secouer ça dans un toit, ce que je vais faire je crois, ouais, pour gagner en efficacité. Je me pose là, en équilibre sur le cadre que j'ai mis à côté, c'est pour que vous voyiez quelque chose, hein. Ne me jugez pas. Il n'y en a pas des masses encore. Peut-être prendre un second cadre, on va voir. Ah, ça va le faire. Voilà, je pense que j'ai mon tarif. Je m'enferme. Fais gaffe que ça s'ouvre pas. Voilà, en dessous. J'en ai bien assez, ouais, ça a l'air. Si je les tasses, elles vont jusqu'au trait rouge. Hop, j'envoie la purée comme d'hab. Là, je me méfie que la boîte ne s'ouvre pas. Il y a un petit trou ici. On essaie de contrôler son index. Il s'est vidé depuis hier? Non. Bah tiens, merde. Ça va vite l'histoire. Je sais pas, c'est une bouteille que j'ai mis hier, elle est déjà vide. Ça va vite quand même. Après, je vois que le joint est un peu défectueux là, c'est un peu du petit matos. C'est pour ça qu'il faut en avoir 5-6 d'avance. Peut-être qu'il dysfonctionne parce que je l'utilise beaucoup quand même. J'ai la moitié du gaz qui est parti. Voilà. J'espère que ça filme. Je me mets par là peut-être pour que vous voyez. Alors le gaz est froid, oui, on contrôle pas trop la température, mais ça marche pas. Voilà. Mortalité faible ou voire inexistante. J'avais fait le test, le comptage, faut pas que ce soit, voilà, faut pas que ça s'ouvre. Elles sont endormies. Donc là, les varrois vont s'endormir aussi, et en secouant le tout, ils vont tomber sur la plage du bas à travers la grille. Okay, le truc, c'est que je secouais trop fort, j'avais pas secoué trop fort pour pas tout niquer. Voilà, elles sont endormies, environ 200 abeilles, un CO2 4 à 6 secondes, on secoue pendant 20 secondes. Alors assez énergétiquement, il faut les faire choir les varrois. Les abeilles sont solides, hein. Franchement, ne vous inquiétez pas trop pour ça. C'est pas destructeur comme le détergent par exemple. Et j'avais fait le test, souvenez-vous, où on avait regardé le temps qu'elle mettait à se réveiller dans le nourrissard. Merde, la grille est tombée. Alors là, par exemple, j'ai secoué trop fort, la grille est tombée. Pas bien grave. On va pouvoir quand même checker sur l'arc qui ressort. J'en ai un. Alors, il faut se méfier, il peut y en avoir d'autres ici. Alors, il faut secouer moins fort que ça, papy. Hein. J'en vois pas d'autres de varrois. Est-ce qu'il y en a à l'intérieur du gros tube? Alors, elles prennent une couleur un peu mouillée, hein, vous inquiétez pas. Ben, c'est leur respiration. D'ailleurs, il y a de la buée qui se met sur le bocal, vous inquiétez pas.
On peut les libérer là sur le truc, mais quand je vais remettre la grille, elles vont s'asphyxier. Soit je les fais choir en bas, soit dans le nourrisseur. J'ai un nourrisseur, oui, je vais les mettre dedans. Écoutez, je ne vois pas d'autres varrois, ce qui me prouve bien que cette colonie est en super forme. Au moins, je suis situé. Et je referme et on passe vite fait. Je vous montre le calcul pour 100 abeilles, parce que là j'en ai mis 200. Mais d'après le document du FRGDS que je vous mets là, et donc je vous mets la capture d'écran. Alors, si on se réfère au document du FRGDS Occitanie, on est page 25 ici, là, vous voyez, à ma gauche, et il y a cette formule en rouge de calcul du nombre de varrois par abeille. Pardon, du nombre de varrois pour 100 abeilles. Donc, pour trouver le nombre de varrois phorétiques pour 100 abeilles. Phorétiques, je vous rappelle, c'est ceux qui sont à l'extérieur du couvain, qu'on peut cibler. La formule est, c'est là que c'est un petit peu contraignant par rapport à la vitesse de test au CO2 ou au sucre glace sur les ruchers. Il faut quand même faire un petit ratio qui est de donc 0,14 fois 100 multiplié par le nombre de varrois dans l'échantillon qu'on a calculé, trouvé, ici j'ai trouvé 1, divisé par le poids des abeilles. Donc là j'ai 200 abeilles et on voit que c'est 0,14 pour une abeille, multiplié par un coefficient correcteur. Pour le CO2 c'est fois 1,4. Pour le sucre à glace à gauche là c'est fois 1,1 et pour le détergent c'est fois 1, ou l'alcool. Okay. Donc mon calcul ici c'est 14 fois nombre de varrois 1 que j'ai trouvé, divisé par le poids des abeilles. J'ai dit que j'avais 200 abeilles fois 0,14. Okay, multiplié par le coefficient correcteur fois 1,4, je tombe sur 0,7. 0,7 varrois pour 100 abeilles. Donc je suis bon. Là j'ai refait un petit test comme ça, juste pour voir si j'en avais trouvé 12, pour voir ce que ça fait. Donc ça fait exactement la même formule. 14, c'est-à-dire 0,14 fois 100, multiplié par 12 fois, etc. Et je trouve 8,4 varrois pour 100 abeilles. Donc dans ce cas-là, par exemple, je serais, et c'est là la petite phrase qui est intéressante, ici, à tout moment de la saison apicole, si charge parasitaire supérieure à 5 varrois pour 100 abeilles, la colonie est en danger. Ok ? Allez, à voir dans les liens tout ça, c'est très intéressant. Je regarde si je vois d'autres varrois aussi. Non. Allez les cocottes. Vous voyez, hein, l'anesthésie, c'est jamais tranquille l'anesthésie. Hein, anesthésie générale. Alors, ces sondages sont à faire a priori 4 fois dans l'année. Je dis a priori parce que c'est pas forcément évident. Mais l'idéal, c'est un au printemps pour se situer pour la saison qui arrive. Un en juin, là au début de l'été. Ça, c'est plus pour savoir vos colonies qui font du miel, si elles sont surinfestées, il faut les sortir de la production de miel. Il faut enlever les hausses et s'en occuper tout de suite. Et si vous êtes surinfesté à ce moment-là, c'est des choses que je ne pratiquais pas avant, mais là, ce comptage-là de juin, il a quand même son importance. Vous pouvez en faire un troisième avant traitement, pour se situer donc avant le traitement, comme c'est indiqué, mais c'est surtout pour avoir une indication après traitement. Ça, ce sera le 4e sondage. Et vous verrez l'efficacité des médicaments ou non. Ou alors, ils sont efficaces, mais vous avez un taux d'infestation qui est trop élevé et vous aurez du mal à redescendre. Et donc, il faudra mettre en place une autre solution ou quoi. Sur l'échantillonnage, c'est pareil, c'est dans le document du FRGDS Occitanie. On va compter quoi, 10%, 20%? Alors, il y a un petit tableur, vous le trouverez dans le document, qui dit 8 ruches estimées. Parce qu'on ne fait pas les comptages sur toutes les ruches. Moi j'en ai 400, là ça va être compliqué quoi. Donc on va faire par exemple 8 ruches dans un rucher de 40 ou un peu moins. Là par exemple j'ai, je sais plus, une vingtaine de ruches, je vais peut-être quand même en faire plus que 10%, plus que 2 quoi, je vais en faire un peu plus. Je me méfie, il y a souvent une ou deux colos plus infestés que d'autres. Alors ça on peut peut-être essayer de le repérer visuellement avec, si vous avez des abeilles dézélées, déjà à cette période ça va craindre. Mais c'est un signe que celle-ci est plus infestée qu'une autre, quoi. Ou des signes de faiblesse, ou que sais-je. Donc méfiez-vous dans l'échantillonnage de votre rucher, de quand même bien cibler, n'hésitez pas à en faire une de plus ou quoi. Et pour revenir, donc moi j'utilise le CO2 parce que ça a ce côté pratique quand même, je trouve que j'ai la réponse rapidement, il y a peu ou pas de mortalité.
Et les petites cartouches de gaz, là, c'est pour y revenir une dernière fois, c'est les cartouches de CO2. J'avais peut-être dit des conneries la dernière fois. Et c'est non, j'avais dit des conneries parce que c'était pour la crème chantilly. C'est faux. C'est pour gonfler les pneus de vélo. Vous allez sur Amazon, cartouche 13 grammes CO2 pneus vélo. Vous trouvez des petites boîtes de 10 à 5 balles. Voilà quoi. Facile, parce qu'avec une cartouche, vous n'allez pas faire 15 000 essais. Hein. Mais c'est quand même pratique. Je ne reviens pas sur les autres moyens d'échantillonnage. Je trouve, j'avais essayé le sucre à glace, je ne me suis pas emballé. Et puis le détergent, c'est destructeur. Et les langes, il faut passer le lendemain ou plus tard. Enfin, il faut repasser 2 fois, c'est moins pratique. Là, elles ont besoin d'air aussi parce qu'il fait chaud. Donc boucher le plancher par le bas. Alors si en plus vous avez un plancher bois complètement fermé, c'est compliqué de mettre un lange dessous, quoi. Bon, bref. Ensuite, une fois qu'on a notre estimation, on va faire des traitements. Des traitements avec autorisation de mise sur le marché, des AMM. Ce sont 3 entités qui délivrent ces médicaments, les vétérinaires, les GDS et les pharmacies. Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Vous pouvez aller dans n'importe quelle pharmacie et dire « je veux mon traitement ». Vous les trouvez aussi sur Internet. Vérifiez aussi que sur Internet, ce soit bien des pharmacies qui vous délivrent ça. C'est-à-dire qui ont pignon sur rue. N'achetez pas des médocs qui viennent de Pétaouchnok avec pas de traitement dedans ou au contraire des principes actifs qui n'ont rien à voir là. Bref. AMM. Justement là-dessus, je vous envoie plusieurs liens. Le premier, c'est de l'ADA Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un compte-rendu des questions-réponses à propos des médicaments vétérinaires. Et il est très intéressant. C'est un vétérinaire qui répond aux questions des gens. Donc c'est succinct, hein. On vous rappelle la question qui n'est même pas formulée, mais il y en a la réponse du veto qui est quand même très très bien, je trouve. Notamment sur les coûts, sur l'acide oxalique qu'on trouve dans certains magasins apicoles qui n'ont pas d'AMM, soi-disant pour traiter le bois. À quel niveau d'hypocrisie on se situe. Il faut en parler, moi je pense. Et la première question d'ailleurs et réponse, c'est le rappel du code rural qui nous dit que nous sommes dans l'obligation de soigner notre animal, qu'il soit sauvage ou pas, mais qu'on détient, s'il a une maladie. Et la varose est une maladie, et il y en a dans toutes les ruches. Donc c'est réglé quoi. Il est obligatoire de s'occuper de ces animaux. Pas mal ce petit document, je vous incite à le lire. Le deuxième document, c'est le GDSA 65 qui a répertorié tous les médicaments disponibles avec les RCP, les résumés des caractéristiques des produits. Ça s'affiche comme ça, vous avez RCP à gauche et vous pouvez cliquer dessus pour avoir tout, c'est-à-dire comment on s'en sert, comment on le garde, qu'est-ce qu'il y a dedans, tout. Voilà, c'est la loi. Et putain, on a toutes les infos, quoi. Je vous rappelle qu'il y a 12, de mémoire, hein, 12 produits ou 12 molécules, non, 12 produits dispo avec AMM. 12. Et le troisième document que je vous mets en description, c'est le rappel des bases de la réglementation des médicaments vétérinaires, apicoles. Et ça, c'est l'ADA BFC, c'est chez moi. Qui a fait ça avec Joseph Létondal, Jolveto, qui, je vous le rappelle, vient au festival ici pour parler des bonnes pratiques de traitement varrois, une conférence, et la deuxième sur la cire. Venez au festival, je vais vous en reparler encore. Donc si on revient sur les traitements, on va considérer très brièvement, mais qu'il y a 2 méthodes, soit la flash, soit la longue durée. En gros. Mais pour traiter en flash, c'est ce qu'on connaît beaucoup là, c'est l'acide oxalique. Et l'acide oxalique va avoir 80, je ne sais plus les pourcentages, 95% d'efficacité hors couvain. C'est pour ça qu'on fait un passage l'hiver. Mais s'il y a du couvain, donc des varrois emprisonnés dedans, enfin emprisonnés, en train de se reproduire et qui vont être libérés après, l'efficacité du traitement acide oxalique tombe à, je ne sais plus, 50%. C'est ridicule. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais il suffit de faire plein de passages, et puis vas-y la net, quoi. Ouais, sauf que là, on va dépasser les doses prescrites, on va risquer la chitine des abeilles, on va risquer de tuer la reine. Non, ça marche pas comme ça, quoi. C'est comme si tu prenais 12 aspirines au lieu d'une, quoi. Ça marche pas comme ça. Alors, hormis le traitement hivernal de l'acide oxalique, on aimerait bien l'utiliser donc maintenant, le traitement estival. Seulement, il va donc falloir ne plus avoir de couvain. Je vous mets encore un lien de l'ADA Aura, qui a fait une vidéo sur YouTube, c'est un webinaire. Bravo et merci pour toutes ces informations que vous nous envoyez. Je l'utilise, du moins je la présente aux gens sans vous demander, mais j'espère que ça ira pour vous, sinon vous me dites, hein, vous m'engueulez pas. Là, il s'agit d'une vidéo qui permet de faire un traitement à l'acide oxalique l'été, là, juillet, sans encagement. Parce que donc, pour ne plus avoir de couvain dans la ruche, il va falloir encager la reine. Alors l'encagement de reine, on connaît via la cage Scalvini. Les petites cages aussi, je ne sais pas comment elles s'appellent, les cages d'isolation de la reine, mais qui sont toutes petites comme ça, où on met que la reine dedans.
Ça, on en parlera aussi avec Patricia et Frédéric Delin au festival le 11 et 12 août parce qu'ils viennent nous présenter ça. Et ce sera l'occasion de poser des tas de questions sur l'encagement parce qu'ils ont quand même vachement de recul, que ce soit donc avec cette cage ou avec d'autres. Et donc regardez cette vidéo où eux ils font une séparation dans la ruche avec une grille à rennes Nico. Alors il y a une méthode à une grille ou une méthode à 2 grilles pour isoler la reine d'un côté qui va ne se retrouver que sur 3 cadres ou maxi 4 de couvain qu'on va prélever au moment de traiter. Et donc, on va se retrouver avec une ruche sans couvain. C'est assez intéressant. Je trouve que la mise en place est assez compliquée parce qu'il faut vraiment une étanchéité pour pas que la reine se balade de compartiment en compartiment et qu'on arrive 21 jours plus tard à pouvoir prélever les derniers couvains et traiter. Donc, il faut du scotch, il faut mettre en place pas mal de choses. C'est pas forcément aisé. Par contre, vous pouvez faire cette technique sans chercher la reine finalement. Et ça, c'est pas mal. Je sais que certains d'entre vous ont peine à trouver les reines ou ça les agace. Et ben, pas de problème. Regardez ce lien, très intéressant. Tout ça est dans la description, bien sûr. Donc, à propos d'encagement de reine, enfin, du moins de la trouver pour l'encager, on va tout de suite aller rendre visite. Oui, à notre ami David, donc là on va dans le Jura, et lui il est en train de tester les cages d'isolation, les cadres d'isolation Quarty. Vous savez, c'est le cadre complet, au format hausse, un peu comme les bâti-cadres de chez Nico, sauf que là, il va vous l'expliquer, il y a une partie plus épaisse avec une grille amovible dans laquelle on peut enfermer la reine pour une durée suffisante de couvain, 21 jours. Allez, regardez. Hé hé Salut David. Salut Léandre. Saison 1, tu étais apparu en saison 1, souviens-toi. 1 ou 2, je sais plus. 1 ou 2, ouais. Je suis apiculteur professionnel. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton rucher parce que tu fais une petite méthode d'encagement avec les cadres Quarty. Oui. Les cadres de hausse qui sont particularité plus alors, ils sont épais d'un côté que de l'autre. L'arme centrale en plastique, contrairement au cadre Nico, elle est légèrement excentrée pour pouvoir permettre à la reine qui est encagée en fait, de pondre et certainement de pondre du couvain qui soit viable. Ouais. Alors après tout ça, c'est la première année que j'utilise. Ouais. Donc c'est des gros essais. Notamment, il y a plusieurs membres de l'ADA Bourgogne-Franche-Comté qui font comme moi, qui testent. Ouais. Voilà, donc on essaye de tirer un petit peu les conclusions. Ce qu'il aurait fallu faire depuis le début, ne plus faire pour que ça soit pratique très rapidement. Donc on en tire un petit peu des enseignements et puis on essuie un petit peu les plâtres pour essayer de voir si c'est viable, si c'est un palliatif à la cage Scalvini. Oui, d'accord. Le but du jeu, c'est de supprimer le couvain de la ruche pour faire un traitement acide oxalique. Voilà, l'objectif, le petit plus de ce cadre Quarty, c'est qu'il sert de cadre à mâle, donc les abeilles vont bâtir du mâle en dessous qu'on peut venir découper pour supprimer, donc pour emprisonner le varroa. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, on verra bien au moment où on va désencager, c'est est-ce que cette cage provoque moins de mortalité ou de refus de reine que la cage Scalvini qui en fait est une petite cage qui ne permet pas d'avoir du couvain qui est viable, qui limite la reine dans sa ponte, donc qui la limite dans sa production d'hormones et voir si ça a un impact par rapport à la mortalité des reines. Ouais. Ok. Là, dans le processus, ce sont des cadres que tu as déjà fait construire. Alors, en l'occurrence, ils sont en plastique. Tu as mis un petit peu de cire dessus. Un petit peu de cire liquide au rouleau, oui. Ça, c'était à quelle période ? On fait ça au printemps parce que moi, j'ai voulu très rapidement profiter de l'utilisation du cadre comme cadre à mâle. Ouais. C'est peut-être une erreur. J'aurais dû débuter l'année avec mes anciens cadres à mâle qui fonctionnaient très bien et en fait mettre les cadres plastiques dans des hausses sur des mielés qui ont très bien marché. Ah oui, oui. Parce que j'ai fait l'expérimentation ensuite, malheureusement, parce que j'ai commencé par mettre un cadre dans toutes mes ruches. Et ce qui me restait de cadre pour le faire bâtir, je l'ai mis dans des hausses sur une mêlée de tilleuls et ça a bien marché. Ça va très très vite. Parce que dans la ruche au printemps, qui sert de cadre à mâle et machin, tu as remarqué que certaines suivant les colonies, il n'y a pas la prise en charge du cadre de la même manière. Vous avez des abeilles qui vont le bâtir correctement, très bien. Vous avez des abeilles qui vont faire un pont pour pouvoir construire un nouveau mur de cire décalé de 5 mm à 1 cm du bord. Et puis vous avez des abeilles qui font des colonnes et puis qui en fait, plutôt que de construire les alvéoles parallèlement aux autres cadres, en fait construisent des colonnes et mettent du couvain de mâle
en perpendiculaire. Mais d'accord. Quand tu l'as posé au printemps, il y avait la grille? Parce qu'elle est Non, amovible. on ne met pas la grille. On met pas la grille, on laisse comme un cadre normal, on laisse l'accès très facile aux abeilles pour pouvoir déposer de la cire et tirer. Donc là, ces cadres, ils ont été construits. Il y a eu pour certains du couvain, en tout cas du couvain de mâle. Il y a du couvain. Tu as laissé en saison et là, tu es passé il y a quelques jours. Là, on est début juillet. Hein. On est début juillet. Tu es passé pour supprimer les mâles et extraire le cadre parce qu'il y avait du miel dedans. Supprimer les mâles, et ce qui m'a fait dire que c'était peut-être l'heure de les enlever, c'est qu'en fait, à part les ruches qui sont en montagne, qui continuent à faire du mâle dessous, oui. Entre 80 et 90% des cadres qu'il y avait dans les ruches en plaine, elles ont arrêté de pondre de la cellule de mâle, donc elles sont revenues en cellule d'ouvrière. Et on avait soit du couvain d'ouvrière, soit du miel. Et puis tu les as passés à l'extraction pour avoir de la place libre, parce que la reine que on va chercher là aujourd'hui, tu l'encages, il faut qu'elle ait de la place pour pondre. Voilà. C'est ça. Ok. C'est parti, on ouvre la ruche. On ouvre la ruche. Donc là, tu as deux hausses. Tu vas laisser la hausse supérieure, qui est moins pleine, sur la ruche avec la grille à reine, et la hausse inférieure, qui elle est pleine, tu la repasses au-dessus avec un chasse-abeille pour la récupérer. Voilà, Alors pourquoi tu ne récupères pas les deux hausses d'un coup? Alors je suis un petit peu les conseils de personnes qui utilisent l'encagement et qui m'ont dit qu'il fallait pas, c'était pas nécessaire de rajouter au stress de la colonie, au stress de l'encagement, un stress par le manque de provisions. D'accord. Donc je retire la hausse du bas, la plus lourde, et puis je laisse l'autre pour le moment. Et en même temps, on voit qu'il y a une ruchette qui est sortie là parce que David prend un cadre de couvain avec les abeilles, une fois que la reine est trouée et encagée, pour continuer de faire un essaim. Donc là, par exemple, on a déjà fait 2 ruches, et il y a 3 ruches, et il y a 3 cadres de couvain là. Hop. Donc la difficulté dans cette opération, c'est de trouver la reine. Voilà. Bon, en même temps, c'est ton boulot, quoi. C'est exactement. Si c'est pas moi qui vais le faire, je sais pas qui va le faire. Alors là, je suis un peu à contre-jour, c'est pas grave. Hein. Bon, on fera d'autres images sur notre ruche. Toi, tu fonctionnes sur 9 avec une partition? Oui. Enfin, c'était 9 plus le cadre à mâle cette année. Ah oui, d'accord. Et alors, là, quand tu l'as enlevé, tu as mis une partoche, quoi. Ouais. Voilà. Et puis là, l'objectif, c'est de tout redescendre sur 9 cadres avec le cadre plastique. Tu enlèves un cadre de couvain que tu mets dans la ruchette et donc tu laisses le cadre QWERTY avec la reine encagée. Voilà, parce qu'à la fin de la saison, sur fin juillet voire août, je vais tout redescendre sur 7 à 8 cadres. Ouais. Alors là, on a des belles colonies quand même, moi je trouve. J'ai regardé tes trucs et ça fait des beaux engins encore au 4 juillet là. On est dans le Jura à quoi, 300 mètres d'altitude? Ouais, 250, 260 là. Ouais. Voilà, on est quand même dans le bas Jura. Alors à contre-jour, ouais, trouver les reines. Paf, là voilà. Ah, là voilà. J'ai eu l'œil, hein. Ah, non, c'est bon, les gens l'avaient trouvé avant. Alors, donc je récupère la reine. La reine dans la main. Alors il a son cadre pour encager qui est prêt, mais il le laisse dans le camion parce que, comment dire, comme tu les as extraits, ça pille. Voilà. Et on évite le pillage. Alors, toc. Le fameux cadre, le chasse-abeille. Alors à quoi ça ressemble, donc une fois construit? Voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a un côté là, qui est très peu... T'as raclé là? Oui, mais c'est très peu construit de ce côté-là. Et c'est le côté le moins profond. D'accord. Et là, on a le côté le plus profond. Et c'est là où on va mettre la reine en place. Alors il y a la petite ouverture, ça pille tout de suite, les abeilles arrivent comme des dingues. Et ce qu'on évite de faire aussi, c'est justement, il faut aller vite pour qu'il y ait des abeilles d'autres ruches qui viennent dans ce cadre-là, c'est pas terrible. Et donc voilà, ça c'est fait. Là il te reste un cadre de couvain à prendre, la reine est encagée, et voilà quoi. Dès que la reine est trouée, finalement ça va assez vite quoi. Mais ça pille, il faut se dépêcher. Voilà, il remet ça. Tu le mets plein milieu, ton cadre? Oui. Peu importe ou ça a une importance? Je le mets, non, je teste, je sais pas. D'accord. Je sais pas à quoi. Voilà, je vais te laisser fermer, puis après on reparle du timing. Ça c'est la hausse la plus légère,
qui reste sur la colonie. La chasse abeille avec la hausse la plus lourde. Tomalo de papy. Ça commence. Et voilà, c'est fait. Alors le timing, là, elle est encagée pour un cycle de couvain, c'est-à-dire 21 jours. 21 jours. Donc on est le 4, je reviens le 25. Le 25, j'ai préparé mon médicament à base d'acide oxalique. Donc tu m'as dit Apibioxal que tu vas utiliser. C'est Apibioxal, voilà. Et j'enlève le cadre, je resserre, je traite, je libère la reine, je secoue l'ensemble des abeilles et de la reine de l'autre côté de la partition dans la ruche. Ok. Et je ramène le cadre parce que s'il y a du couvain dedans, bah, ça va être destruction du couvain parce qu'il risque d'être infesté de varroa parce que c'est le seul endroit où la reine a pu pondre. Donc on enlève le cadre pour la destruction et on repasse 3 jours plus tard, donc 24, oui c'est ça, 4 jours plus tard. Et on refait un deuxième passage à l'acide oxalique. D'accord. Voilà, on fait 2 passages. 4 jours plus tard, oui d'accord, ok. Alors 4 jours, je ne sais pas si c'est le 21 et 24, donc 3 jours plus tard, il me semble peut-être que c'est ça. Ah oui, c'est 21 et 24, mais c'est à vérifier. Ok. Et tu as dit à un moment donné tu resserres, mais tu resserres, oui, juste parce que tu as enlevé le cadre de Quarty, elle se retrouve sur 8, quoi, c'est ça? Voilà, elle se resserre sur 8. Ok. Et tu vas l'hiverner comme ça après? J'aimerais les descendre sur 7. Donc tu renlèverais un cadre après? En général, je regarde comment ça se passe en fin de saison, le cadre le plus ancien, le plus abîmé. S'il n'y a plus de couvain, je le passe de l'autre côté de la partition. Oui, pour qu'elle le lèche et qu'elle le vide. Ok. Bon, mais sinon sur 8, ça passe, ça va très bien, mais je préfère quand même sur 7. Finalement l'opération est assez simple. Là c'est plutôt une phase de test pour être sûr que ça fasse moins de dégâts entre guillemets qu'une Scalvini ou autre type de cage. Voilà, c'est aussi pour utiliser les 2 en 1, quoi. Le cadre à mâle pour destruction d'une quantité de varroa à travers le couvain de mâle pendant la saison. Lutte biomécanique. Voilà, lutte biomécanique. Et pour éviter d'avoir 2 équipements, un cadre à mâle plus une cage de Scalvini, etc. Et puis là c'est quand même assez simple, c'est que je ne sais pas comment font les gens qui utilisent la cage de Scalvini. Est-ce qu'ils retirent le cadre total puis qu'ils stockent ça pour le remettre l'année d'après? Là c'est assez simple, les cadres, moi je les stocke dans des hausses. Oui. Je vais les nettoyer et ils seront fin prêts pour l'année prochaine. Stockés dans des hausses sur les palettes comme les autres hausses, quoi. Bon, on se revoit fin juillet pour les résultats? C'est ça, ouais. On n'aura pas le temps ni toi ni moi, mais on va trouver le temps, comme aujourd'hui. Oui, voilà. Merci encore de nous accueillir ici. Au mieux, on se voit les 11 et 12 août au festival, où tu pourras expliquer aux gens comment tu as fait ton encagement, avec aussi Frédéric et Patricia Delin, qui encagent dans les petites cages. Mais tu pars en vacances à ce moment-là? Oui, je crois que je serai sur la dune du Mont Pilat. La dune du Mont Pilat. Les gens qui habitent à côté de la dune. En combinaison comme ça, tu vas sur la dune? Ah non, je pense pas, non. Non, tu viens pas au festival? C'est gâché, ça. Ouais, la date du mois d'août. Je t'appellerai plus Monsieur Président. D'accord, Monsieur le Président. Parce que je le rappelle quand même, il est président de l'ADA Bourgogne-Franche-Comté. Une belle grande évolution de carrière. Voilà. Non, mais c'est cool. Et c'est justement via l'ADA que vous faites tous ces tests-là. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part, ces tests? Il faut être adhérent de l'ADA. Oui, je pense que la primauté sera de toute façon aux adhérents de l'ADA, puis après aux adhérents des autres ADA avec qui on est en communication, avec qui on échange beaucoup sur ce qui est fait comme travaux. Et puis après, je pense qu'on n'a rien à cacher. Oui, on travaille pour le bien commun, pour les ruches de tout le monde, pour avancer un petit peu sur les problématiques de varroa ou autres. Merci beaucoup, Dave. Il n'y a pas de quoi. Trop bien. On se revoit bientôt, aux ruches ou à l'apéro. Pas de souci. Allez, go. Voilà, c'était fort intéressant. Là, on voit que l'encagement, on voit les écueils, comme il dit, essuyer les plâtres des premiers trucs. J'espère que je vais pouvoir y aller dans 21 jours, aux alentours du 25 juillet, pour voir le décagement, mais c'est peut-être surtout la suite du décagement, voir si toutes les reines ont été réacceptées derrière. C'est les moissons.
Merci à David de nous avoir accordé du temps pour nous montrer ça. C'est pas forcément facile en train de bosser comme un ouf. Regardez. Bon, impec. T'en chies un peu, hein? Ouais. C'est normal. Oh, qu'il est... Oh putain. Et je suis pas au bout, j'en suis qu'au 3e lot là. Ben Dieu. T'es loin d'être au bout là. Mais c'est un boulot de dingue en fait. Donc, j'ai jamais voulu faire ça à cause du travail. Mais ce qui me pousse à le faire, c'est effectivement peut-être l'inefficacité des médicaments. Ouais. Et puis même si on gagne encore quelques années, je me dis, de toute façon, reprendre un autre système qui fonctionnerait, bon après, on serait peut-être reparti pour 20 ans, mais à la base, je pense qu'au final, il y aurait de toute façon de nouveau une résistance, quoi. Oui. Donc s'il faut passer par plus de travail et puis moins gratter de ruches mortes au printemps, pourquoi pas? Ouais, intéressant quand même le changement de, comment dire, de vision quoi, par rapport au fait de tourner en rond avec le varroa et de ne pas forcément trouver de solution. Quoi. Bravo pour la remise en cause, bravo au travail de l'ADA BFC aussi et aux autres ADA de non seulement faire ces tests-là et de les rendre accessibles. Et voilà. Nous, on se retrouve semaine pro, je suppose. Ça va être chargé, mais c'est comme d'hab, on va pas se plaindre. Et je sais pas, on verra bien. J'ai des italiennes à vérifier, je crois qu'elles sont pas trop italiennes non plus. Des carnicas, là par contre, elles ont l'air bien carnicas. J'ai reçu des caucasiennes aussi. Merci Polo. Alors là, j'en ai raté une. Il y en a 4 d'acceptés sur 5. Après, la semaine pro, j'aurai les médocs, je vais récolter, traiter, finir les essaims, et tout. Bon, ouais, grosse semaine la semaine pro. Un dernier petit mot, nous n'avons plus d'excuses pour être mauvais sur la gestion du varroa. Non, mais c'est pas être mauvais, mais nous n'avons plus d'excuses, quoi. On peut avoir d'autres méthodes, molécules conventionnelles ou bio, ce que vous voulez, ça va venir avec le temps peut-être. Ça c'est déjà bien d'étoffer. C'est bien hein, de se fédérer quand même pour arriver à faire remonter des choses comme ça. Je vous ai même pas parlé de pharmacovigilance à propos des échantillons avant et après traitement. Si après traitement vous dites ça n'a pas marché, mais vous avez des chiffres et des preuves à l'appui, alors pharmacovigilance, vous dites à votre GDSA, à votre veto, mais là, il y a un problème, ça n'a pas marché. Mais si vous n'avez fait aucun comptage, c'est impossible de dire derrière, oui, mais ça n'a pas marché. Ben oui, mais tu as fait des comptages. Non, c'est ridicule. Donc, voilà, nous n'avons plus d'excuses. Formons-nous et agissons, quoi. Ensemble. Allez, ciao les gens.